Bonjour chers internautes, bienvenue à Financial Afrique, le média de la finance panafricaine. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Magatte Wade qui est le maire de Ngaye Mékhé. Magatte Wade qui vient d'être reconduit pour un deuxième mandat en gagnant 27 bureaux de vote sur 27. Donc nous avons le plaisir de le recevoir. Magatte Wade, bonjour. Donc tout d'abord, je vous félicite pour votre victoire puisque vous avez gagné sur 27 bureaux de vote sur 27. Donc, Magatte Wade, comment s'explique cette victoire? Merci Adama, et c'est pour moi un plaisir de revenir ici dans vos locaux et je remercie Financial Afrique de l'invitation. La victoire, elle est simple et compliquée à la fois. Simple en ce sens que nous avons eu un bilan au cours de notre premier mandat. Nous avons beaucoup travaillé également pour être proches des populations et leur faire comprendre notre vision et notre mission. Nous avons également un programme que nous leur avons présenté et qui était alléchant et attractif. Et nous avons essayé évidemment de travailler sur l'éveil des consciences et notamment la conscience des jeunes pour qu'ils prennent conscience de l'enjeu du développement au niveau local. Complexe en ce sens que nous avions des adversaires qui étaient politiques, qui avaient une coalition, je dirais plutôt des adversaires qui s'étaient regroupés pour faire front et nous opposer une adversité qui était assez féroce. Mais heureusement, nous avons gagné dans tous les bureaux de vote et chaque adversaire, donc dans la coalition des adversaires, a perdu son propre bureau de vote. Et cela, nous le devons aussi bien aux femmes qu'aux jeunes. Et pour la première fois dans l'histoire politique de Ngaye Mékhé, nous avons vu la jeunesse mobilisée comme un seul homme pour préparer le scrutin, suivre le scrutin et procéder à la sécurisation du vote. Donc je remercie les jeunes dans leur ensemble. Je remercie les femmes. Et vous savez, les femmes, c'est des piliers importants du développement local et au premier chef, bien sûr, de notre victoire. Nous remercions le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a eu confiance en ma modeste personne et qui m'a permis de diriger la liste de Benno Bokk Yakaar. Voilà, vous avez dirigé la liste de Benno Bokk Yakaar, mais quand on voit le résultat à l'échelle nationale, on a quand même l'impression que Benno Bokk Yakaar a perdu, a reculé par rapport aux listes de l'opposition. Bien sûr, ça c'est selon la lecture de l'opposition, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Benno Bokk Yakaar a perdu les élections? Bon, vous savez, le vote c'est de l'arithmétique. Si Benno Bokk Yakaar a engrangé plus de voix, c'est normal que Benno Bokk Yakaar a gagné. Donc c'est un cumul de voix et c'est de l'arithmétique. Maintenant, en termes de lecture politique, recul ou pas recul, ce qu'il faut savoir simplement, c'est que Benno Bokk Yakaar pouvait consolider davantage sa position politique, sa posture politique. Et pourquoi cela n'a pas été? Vous savez que le Sénégal est en train de subir une grande mutation en termes de positionnement politique. Nous préparons également les législatives et 2024, ce sera bientôt aussi les élections présidentielles. Donc il y a eu un ensemble de coalitions et au niveau des terroirs, donc je dirais au niveau des territoires, il y a eu des repositionnements et des listes parallèles. Et ces listes parallèles cumulées, si vous prenez dans une zone la liste de Benno Bokk Yakaar et la liste parallèle, en fait, en arithmétique, vous dominez largement l'opposition. Et cela, de toute façon, devrait faire réfléchir et permettre à Benno Bokk Yakaar de revoir sa copie aussi et de consolider sa position et de mieux convaincre les Sénégalais et surtout les dirigeants, parce que ça ne sert à rien de s'auto-opposer pour donner la victoire à l'opposition ou d'affaiblir sa posture politique. C'est la lecture que je peux en faire. Monsieur le maire, on a l'impression que c'est sur le bilan économique que vous avez fait la différence. Oui, le bilan il est important dans tous les sens, parce que
nous avons fait des réalisations, c'est sûr, avec l'objectif de réduire les inégalités sociales. Et d'abord, il faut beaucoup travailler sur la santé, en améliorant le cadre du centre de santé pour que ça soit accueillant, mais en améliorant la qualité des services avec un laboratoire de qualité. On a 2 blocs chirurgicaux non encore fonctionnels et nous voulons que ce centre de santé soit transformé en un centre de santé pilote, à l'instar de Gaspard Camara ou de Mamadou Diop. Nous avons aussi, au niveau de l'éducation, soutenu les écoles, donc en leur fournissant des fournitures scolaires, mais aussi en clôturant tous les établissements avec construction de quelques salles de classe. Et nous n'avons pas fait, bien que c'est l'enseignement primaire qui est confié, donc qui est un pouvoir conféré, nous avons également aidé les collèges et lycées. Par exemple, nous avons doté les collèges de laboratoires de très bon niveau qui ne sont pas disponibles dans d'autres établissements du pays, par exemple. Nous avons conçu des salles de classe dans les collèges. Et évidemment, au niveau de la santé, nous fournissons également des médicaments pour plus de 12 500 000 tous les ans. La jeunesse également, comme on l'a constaté, nous avons procédé à la réhabilitation du stade avec des gradés neufs, la mise en place de projecteurs. Et dans notre programme, nous avions proposé de mettre un tapis vert, du gazon synthétique. Nous avons mis des parcs sportifs dans les quartiers et nous avons amélioré le cadre de vie avec des places publiques, des jets d'eau, des bancs, etc. Donc, notre ambition, c'est de faire de Mékhé une ville très moderne avec un cadre de vie attrayant. Et Mékhé, aujourd'hui, est l'une des communes les plus propres du Sénégal parce que nous avons suffisamment investi en termes d'acquisition de tracteurs, en termes de recrutement. Et avec la collaboration avec l'UCG et le Promojet, nous sommes et le partenariat français parce que nous avons une coopération décentralisée pour la gestion des déchets avec la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Et nous attendons le FICOL avec l'AFD pour redémarrer une grosse opération. Donc, si j'ai bien compris, l'acte 3 de la décentralisation, c'est du pain béni pour les mairies. Oui, du pain béni, c'est trop dire, mais disons c'est un levier important pour les mairies. Il reste encore parce qu'il faut parachever l'acte 3 de la décentralisation et surtout sur le plan financier et la fourniture de ressources conséquentes. Et nous attendons aussi que dans la territorialisation des politiques publiques, que l'État appuie davantage les communes, mais aussi qu'il y ait une décentralisation et une déconcentration assez forte. Et cela permettra de faire des territoires des moteurs de la croissance et de renverser la pyramide. Au lieu qu'on prenne du haut vers le bas, que l'on puisse prendre du bas vers le haut. Et je pense que le développement du Sénégal passera nécessairement par là. Par le développement local. Par le développement local, mais surtout en lançant l'industrialisation et en développant le secteur privé local. On continue à penser que le secteur privé, c'est simplement au niveau des grandes villes, c'est au niveau national et au niveau des territoires, en valorisant les produits du terroir, en exploitant le potentiel du terroir, on peut mettre des industries qui sont... Justement, Ngaye Mékhé est connu pour ses chaussures quand même, je pense que tout le monde en parle. Est-ce que, à date, l'armée nationale, par exemple, ou les grandes industries sénégalaises s'approvisionnent en peau et cuir et chaussures à Ngaye Mékhé? Merci. Une question importante. D'abord, pour faire une industrie ou avoir le label Ngaye qui puisse être demain un label Made du Sénégal, il faudrait des peaux. Et le premier problème de l'artisanat à Ngaye Mékhé, c'est l'approvisionnement correct en peau. Et les peaux brutes sont exportées. Le Sénégal n'a pas encore interdit l'exportation des peaux brutes qui sont utilisées à la consommation dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana ou au Nigeria. Ça, c'est le premier problème. De telle sorte que l'artisanat utilise des chutes de cuir, des chutes de peau qui nous viennent d'Italie, etc. Donc, aujourd'hui, vous commandez des chaussures en cuir rouge ou rouge bordeaux, vous n'aurez pas suffisamment de cuir pour faire les peaux. Mais pourquoi, dans notre vision, nous allons développer une unité de teinture végétale qui va permettre peut-être, avec une tannerie au chrome, parce que nous venons de mettre à niveau la tannerie des femmes mortes, nous aurons une tannerie au chrome qui permettra d'avoir suffisamment de peau, à peu près 120 000 peaux par mois.
Ce n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour faire tourner l'industrie. Et le cuir, donc la filière cuir et peau, l'État a déjà mis en place des structures telles que le SECA, le site d'exposition commerciale artisanale, un centre d'incubation, la maison de l'outil. Avec la Banque africaine de développement, on est en train de construire le centre de formation au métier pose cuir pour plus de 2,5 milliards de francs CFA. Nous avons réhabilité la tannerie des femmes mortes, qui sera une tannerie végétale. Nous avons plus de 280 ateliers au niveau de Méké. Donc, nous sommes sûrs qu'en industrialisant le secteur, donc en passant à des SMI tels que une tannerie au chrome, telle qu'une usine de confection peau et maroquinerie, une usine de fabrication de boucles et accessoires, une usine de fabrication de tannets, nous serons en mesure de satisfaire la demande de la commande publique. Aujourd'hui, nous avons fait des tests avec l'armée, où nous avons fait à peu près 1200 paires de chaussures, des sandales. L'armée est satisfaite. Nous devons maintenant nous organiser pour avoir suffisamment de peau, pour élargir la commande, mais pour cela, il faudrait travailler sur l'amélioration de la qualité, il faudrait qu'on puisse travailler sur des unités de design, parce qu'il faut que les jeunes soient formés dans la conception, le design, la géométrie de la chaussure, le contrôle qualité, c'est très important, l'accès aux peaux et cuir, et qu'on puisse maintenant, avec nos unités, améliorer la demande pour être en mesure de... Juste une question. Combien de personnes travaillent dans ce secteur peau et cuir et chaussures? Bon, nous avons à peu près 280 ateliers. En moyenne, vous calculez 5 personnes par atelier. Par atelier. Donc, ouais. À peu près 1500 à 2000 personnes. Mais le secteur nourrit à Méké près du tiers de la population, directement ou indirectement. Et Méké a à peu près 30 000 habitants, donc 10 000 personnes vivent directement ou indirectement. Vous avez contribué à faire de cette commune l'une des plus connues aujourd'hui au Sénégal, puisque tous mes collègues journalistes internationaux sont passés par Méké. Et je dois rappeler que vous êtes l'ancien directeur de la communication de la Banque africaine de développement, donc avec vos réseaux internationaux bien établis. Est-ce que aujourd'hui, Ngaye Mékhé a été désenclavé? Parce que je me rappelle que vous disiez il y a 3 ans que l'un des grands objectifs, c'est que Baba Garage Diogo soit bitumé. Est-ce que finalement, le président de la République a accédé à cette demande? Heureusement que le président de la République a entendu le message, mais c'était une priorité et c'était une promesse qu'il avait faite. Ils ont démarré les travaux avec la CSE et ils ont déjà déblayé. Les enjeux sont sur place et nous espérons qu'en 2022, Fastboy, Méké, Baba Garage, il sera entièrement bitumé. Et cela permettra à Méké, avec la réhabilitation de l'axe Méké-Touba, d'être une plaque tournante du transport et du commerce. Et vous savez, on va beaucoup produire au niveau de l'artisanat. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait qu'on puisse également commercialiser. Et pour commercialiser, il faut avoir accès au marché. Et le deuxième plus gros marché du Sénégal, c'est Touba. Et nous sommes à 100 km de Touba. Et c'est pourquoi notre grand projet de zone économique industrielle du Cayor, la ZESCA, sera installée autour de Méké, avec le cluster industriel posé cuir à Méké. Mais les communes environnantes, nous aurons des usines et un port sec entre Baba Garage, Mérina Dakhar et Méké. Ce qui fait que nous aurons entre Pire et Mewan, où il y a le manioc, une usine de tapioca, d'amidon, etc. Au niveau de Mérina Dakhar, tout ce qui est agro-industrie. Au niveau de Ngandjouf, tout ce qui est engrais. Au niveau de Niakhel et de Tilmakha, tout ce qui est minoterie. Au niveau de Koul, tout ce qui est agropole. Et avec un port sec, nous allons dévier le chemin de fer à partir de Méké parce que nous avons l'avantage d'avoir un réseau ferroviaire. Et nous aurons tous les services structurant autour du port sec et un data center pour les business continuity plans. D'accord. Des perspectives en somme. Alors j'en viens au Sénégal. Comment vous voyez l'évolution de l'économie sénégalaise dans les années à venir? Je rappelle que nous sommes à quelques encablures de l'exportation du premier baril de pétrole ou bien du premier mètre cube de gaz, de l'exploitation du premier mètre cube de gaz. Donc, comment vous voyez le Sénégal? Le Sénégal, le rêve est permis, mais il faudrait évidemment aller en tirant les leçons de ce qui se fait ailleurs. On a vu que le Nigeria, qui était l'un des plus gros
exportateur de pétrole, à un moment, n'avait même plus de raffineries. Alors que la Corée du Sud avait 24 raffineries. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place une raffinerie. Donc, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement qu'on a du pétrole, qu'on devient riche et qu'on puisse résoudre ces problèmes. Parce que si on ne parvient pas à résoudre le problème qui est lié à la source de richesse, qui est une raffinerie, donc il y a un problème. On a vu aussi que le pétrole a engrangé beaucoup de dégâts dans plusieurs pays. Et c'est pourquoi le président Houphouët-Boigny disait que la richesse de la Côte d'Ivoire, c'est l'agriculture. Il n'a jamais accepté qu'on parle de l'or, du diamant ou du pétrole. Et aujourd'hui, le Sénégal devrait, je pense, ne pas trop miser sur le pétrole uniquement, mais miser sur l'industrialisation du pays. Et le secteur privé également. Et il faudrait un secteur privé fort, avec un État qui a de la poigne également pour l'accompagner et développer des industries structurantes pour que demain... Quand vous dites un État qui a de la poigne, qu'est-ce que vous voulez dire? Un État fort. C'est quoi? Un État fort sans être dictatorial. Dirigiste alors? Non, dirigiste peut-être. Mais fort, je sais qu'ils comprennent ce qu'il faut dire. Quand on dit à quelqu'un de s'arrêter là, il faut qu'il s'arrête. Quand on lui dit de continuer, qu'il continue. Qu'il y ait de la discipline, qu'il y ait de la rigueur. Mais est-ce que les Sénégalais sont d'accord avec ce concept d'État fort? Je le dis parce que je vois dans la sous-région beaucoup de mouvements en ce moment, dans la zone IOMOA ou la zone CEDEAO avec le Mali, le Burkina Faso. Les démocrates sont un peu inquiets, je veux dire. En tout cas, moi je tire les leçons de ce qui se passe à travers le monde. Toutes les nations qui ont été des nations émergentes ont eu quand même des régimes assez forts. Pas trop forts, pas dictatorial, mais quand même pas dictatorial. Mais disons, il faut qu'il y ait de la discipline. C'est ça que j'appelle fort. Quand on ne peut pas faire appliquer la discipline, on ne peut pas avoir du développement. Donc c'est ça que je dis, un État fort. Parce que le laisser-aller, il y a du laisser-aller dans le pays. Il y a l'indiscipline, chacun fait ce qu'il a envie de faire et ça ne peut pas marcher. On ne peut pas s'organiser et promouvoir un développement dans l'incohérence, dans l'indiscipline, chacun le laisser aller, etc. Donc, je pense que nous devons régler d'abord cette question. Maintenant, l'industrie. Il faudrait, peut-être le pétrole et le gaz vont faciliter l'industrialisation, parce qu'il y aura la réduction des coûts des facteurs, mais l'État aussi devrait créer un cadre incitatif. Dans ce sens où les intrants, on va défiscaliser certains intrants, il faut réduire les taxes et il faut relancer les industries dormantes en annulant la dette. Parce qu'il y a des entreprises qui ont fermé il y a 10 ans parce qu'ils n'ont pas payé le fisc, les dirigeants qui étaient là sont morts, les machines sont obsolètes. Je pense à des industries comme la filature de Thiès, vous avez LSL, ceux qui faisaient les batteries, et beaucoup d'industries. On constate que dans les années 65, aujourd'hui, le Sénégal était industriellement assez avancé. Et aujourd'hui, on a de recul. Dans l'agro-industrie, il y a beaucoup d'investissements privés et étrangers. Mais il faudrait également que l'on puisse donner la main aux industriels sénégalais, qu'on puisse les aider à être propriétaires des industries. Si vous allez en Tunisie, vous allez à Mamet, la plupart des hôtels appartiennent à des Tunisiens. Si vous allez en Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens sont propriétaires d'industrie. Mais au Sénégal, c'est très rare. Vous allez à Saly, il y a combien d'hôtels qui sont détenus par des Sénégalais? Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce le peu de goût du Sénégalais pour le risque ou bien le fait qu'il n'y a pas de politique incitative? Les deux. Les Sénégalais n'investissent pas dans l'industrie parce que la rentabilité, c'est sur le long terme. Les Sénégalais préfèrent l'immobilier ou le commerce pour avoir tout de suite retour sur investissement. D'abord, il faut savoir attendre. Donc ça, c'est un. Deux, le cadre incitatif également. Parce que les taxes sont énormes. L'État devrait pouvoir bonifier les taux d'intérêt dans certains secteurs, comme l'agro-industrie, et créer un cadre incitatif et lâcher du lest également. Or, le pays est très fisc. Et un pays africain, fisc, très lourd et ça pose des problèmes. Ensuite, les Sénégalais ont peur parce que dès qu'on vous donne une incitation, on vous donne une facilité d'accès au crédit, au financement, on vous doit, comme vous êtes multimilliardaire, etc. Et ça pose beaucoup de problèmes. Je crois que la reconversion des mentalités, il faut construire un Sénégalais qui comprend les enjeux du développement, qui comprend les mécanismes du financement, qui sait attendre et que les autres l'aident à attendre et qu'on travaille aussi honnêtement et qu'on protège les investissements. Je pense que le Sénégal est un pays
pas très gros, c'est un petit pays, 16 millions d'habitants, qui a un potentiel géostratégique, qui a un potentiel en ressources, qui a un potentiel en ressources en tout genre, y compris les ressources humaines. Et pourquoi on ne pourrait pas faire le pari de la différence? On peut s'en sortir et le Sénégal, moi j'y crois, peut avoir un grand pas en avant et entrer dans le cercle très fermé des pays émergents. D'accord. Le président est président en exercice de l'Union africaine pour 2022. Comment vous voyez le mandat du Sénégal à la tête de l'instance africaine? Une grande aubaine. Parce que l'Union africaine met un grand défi aussi. Un grand défi pour le président Macky Sall et pour le Sénégal, parce que l'Union africaine a été, je ne dirais pas dans le tourbillon, mais disons, a été souvent fragilisée par des grandes crises. Et le grand défi, c'est que des coups d'État reviennent sur le continent. Ça pose un gros problème. Et l'Afrique également est à la croisée des chemins par rapport au partenariat international dans le cadre du Win-Win Partnership. Au moment où la Russie se combat avec l'Europe et l'Amérique pour le leadership, le contrôle de l'Afrique, il faut le dire, c'est les mots, le contrôle de l'Afrique, parce que Poutine n'a pas dit son dernier mot, il n'est pas prêt à laisser l'Afrique. Et pourquoi l'Afrique devrait être un peu la chasse gardée ou le gâteau envié par tout le monde? Nous devons prendre conscience de notre potentiel et nous positionner par rapport au monde. Aujourd'hui, on a réduit les clichés déformants sur l'Afrique au niveau de la presse occidentale. Vous êtes là. Et nous devons nous affirmer. Mais pour nous affirmer, il faudrait consolider l'intégration régionale, il faudrait consolider la voix de l'Afrique pour qu'elle devienne plus forte. Et il faudrait également que l'Afrique puisse changer un peu, pas de paradigme, mais disons, changer de partenariat vis-à-vis de l'Europe et traiter en égale dignité et évidemment se faire entendre. Et tant qu'on ne le fera pas... Justement, il y a le sommet Afrique-Union européenne, 17 et 18 février, avec comme président en exercice de l'Union africaine Macky Sall et comme président de l'UE Emmanuel Macron. Donc c'est la France d'un côté, le Sénégal de l'autre. Je pense deux bons partenaires qui vont se retrouver pour parler des problématiques des deux parties. Oui. Est-ce que vous croyez que justement ce positionnement du Sénégal comme pays modéré, diplomatique et pays consensuel plaît à la jeunesse sénégalaise qui est beaucoup plus portée vers des exemples révolutionnaires et qui vaut une certaine rupture? Je ne pense pas que la jeunesse sénégalaise soit portée vers une vision révolutionnaire ou un comportement révolutionnaire. Je pense que la jeunesse est devenue une jeunesse pragmatique, portée par un pragmatisme et par les résultats. Parce que nous avons promu un développement axé sur les résultats. Il faudrait qu'on leur montre des résultats pragmatiques. Mais le gros problème, c'est l'emploi. Parce que vous ne pouvez pas être diplômé, ne pas avoir accès à l'emploi. La richesse est concentrée au niveau d'un petit nombre de personnes par rapport à un grand nombre de pauvres. Je suis convaincu que le président Macky Sall est un chef d'État qui sait se faire respecter par le président Macron. Et je ne crois pas que les Français aient quand même un comportement, un complexe de supériorité évolue. La France est en train de se rechercher en Afrique. La France a perdu pied en Afrique. Et aujourd'hui, c'est une opportunité pour un président comme le président Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine, de s'imposer et d'imposer l'Afrique à la France et au reste du monde. Mais cela, il faut le faire de façon très courtoise, dans les règles du protocole international. Et il ne faudrait pas que les Sénégalais pensent simplement qu'il faut dire non, qu'il faut insulter, qu'il faut un bras de fer. Tout doit se faire en harmonie et selon les règles protocolaires. Et ce qui est important pour le Sénégal, c'est de s'imposer en une nation qui doit être respectée et, en tant que président de l'Union africaine, offrir le Sénégal en modèle au reste de l'Afrique, mais ne pas commettre les erreurs des présidents
passé, qui concentre, par exemple, vous êtes francophone, vous concentrez votre mission aux pays francophones, et ça, c'était arrivé au temps du président Abdou Diouf. Les pays anglophones, les pays lusophones, les pays hispanophones comme la Guinée équatoriale, tous ces pays doivent être considérés ensemble pour que nous puissions bâtir une voie de l'Afrique. Et le président Macky Sall, j'ai espoir qu'il mettra à profit les talents de l'Afrique pour cette mission et les talents du Sénégal pour cette mission. Et si elle réussit la mission, ce sera un revers diplomatique et politique à travers le monde, et l'Afrique pourra s'imposer. Parce qu'elle vient, la mission du président Macky Sall vient à un moment où l'Afrique maintenant est à la croisée des chemins, et le monde regarde l'Afrique, et nous avons tous les atouts pour nous imposer à la face du monde. Un continent qui cherche sa part du gâteau, qui cherche à se positionner, même au niveau des Nations Unies. Et je pense que notre positionnement au niveau des Nations Unies, au niveau de la conférence, passera par la mission du président Macky Sall. J'en suis convaincu. Et le Sénégal a le potentiel et nous espérons qu'il réussira la mission. Nous lui souhaitons plein succès dans cette mission et beaucoup de prudence. Aussi, que la mission n'occulte pas la mission au niveau national. Parce que souvent, quand on a l'Union africaine, on peut avoir tendance à oublier un peu le pays, et nous sommes à la croisée des chemins politiques aussi au niveau du Sénégal. Comment maintenant concilier les deux missions? Et quand vous dites croisée des chemins, vous parlez de la nomination d'un Premier ministre ou bien du Sénégal en 2024? Non, du Sénégal en 2024, du Sénégal en 2022, des changements structurels qui s'imposent, de l'attente des Sénégalais, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, des transformations structurelles qui étaient en cours et qui doivent se poursuivre. Les Sénégalais sont devenus impatients. Et de l'accroissement du taux de chômage, des résultats des politiques publiques qui ont été mises en place, de la territorialisation des politiques publiques, il y a des problèmes. Il y en a des attentes. Voilà, je pense que nous avons épuisé le débat sur le Sénégal et sur l'Afrique. Merci Magatte Wade. Merci. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur de la communication de la Banque africaine de développement. Vous avez choisi de rentrer au pays, de participer au développement au niveau de la ville qui vous a vu naître et grandir, Ngaye Mékhé. Et là, la population vient de vous redonner confiance pour un deuxième mandat. Bonne chance, bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà. Amis internautes, merci pour votre accompagnement. Rendez-vous très prochainement pour un autre entretien, toujours dans Financial Afrique.